Maegovanen Tolkiendiri, Imlimbaire Mathlin Fararda. Bienvenue dans un nouvel épisode de Tolkien en bref. Aujourd'hui, nous poursuivons l'histoire des enfants de Húrin. Et afin de préserver ma santé mentale, nous laissons un peu de côté Túrin pour retrouver deux personnages que nous n'avons pas vus depuis un bon moment, Morwen et Nienor. On vous conseille de regarder la vidéo d'avant sur le retour de Túrin en Dor-lómin, mais également celle sur l'enfance de Túrin et son départ pour le Doriath, si vous voulez mieux raccrocher les wagons avec cet épisode. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Donc, Morwen était enceinte de son troisième enfant lorsque son mari, Húrin, partit participer à la grande bataille de la Nirnaeth Arnoediad. Avec Húrin, ils avaient envisagé la défaite des seigneurs elfes et étaient convenus que Morwen quitterait le Dor-lómin au plus vite pour le Doriath si les choses tournaient mal. Mais une fois devant les faits, la décision ne fut pas évidente pour Morwen, car nul ne pouvait lui affirmer que son mari était bien mort, et toujours elle espérait le voir revenir. Et plus elle hésitait, plus la décision était difficile à prendre, car elle était enceinte et un tel trajet s'avérait d'autant plus difficile dans ces conditions. Mais elle rechignait aussi à l'idée de vivre de la charité d'un autre royaume, et son orgueil lui exigeait de rester dans son propre domaine tant qu'elle le pouvait. Lorsque Broda s'installa proche de sa maison, il envoya régulièrement des hommes espionner sa demeure. Morwen prit alors la décision de faire partir son fils, car elle avait peur que Broda finisse par le trouver et le réduire en esclavage. C'est pour toutes ces raisons qu'elle envoya finalement seule Túrin en Doriath, tandis qu'elle restait dans le Dor-lómin avec les quelques gens qui vivaient encore auprès d'elle. Quelque temps après le départ de Túrin, Morwen donna naissance à son troisième enfant, une fille qu'elle nomma Nienor. Lorsque Túrin fut accueillie au Doriath, elle reçut des nouvelles de lui grâce au messager que Thingol lui envoya. Il lui demandait de partir avec eux dans le royaume caché, mais elle refusa, car même si elle se sentait moins malheureuse de savoir son fils à l'abri, elle ne s'autorisait pas à le rejoindre, pour les mêmes raisons qui l'avaient empêchée de partir dès le début. De plus, Nienor n'était qu'un nourrisson et elle avait peur de faire le trajet avec un si jeune enfant. Elle leur donna le peu d'objets de valeur qui lui restaient, en retour des cadeaux qu'elle avait reçus de Mélian, et leur confia également le Homme du Dragon, héritage de la maison de Hador. Mais ce n'était que pour masquer son malheur et le dénuement dans lequel elle vivait désormais, et que son orgueil refusait d'afficher. Ouais, je vois d'où Túrin tient son orgueil, hein. Les chiens font pas des chats. Morwen vécut alors avec Nienor et ses gens de mornes années, sous le joug désorienté. Broda et les autres, même s'ils la craignaient, la traitant de sorcière de par son visage à la beauté quasiment elfique, lui menaient tout de même la vie dure. Plus d'une fois, Nienor et elle auraient souffert de la faim si Aerin, une parente de Húrin mariée de force à Broda, n'avait été là pour leur faire parvenir de la nourriture régulièrement. Mais malgré la pauvreté et l'oppression qui régnait sur elle, Morwen et Nienor continuèrent à vivre relativement en paix dans leur demeure. Et Nienor devint une beauté parmi les hommes. Ce n'est qu'à l'époque où Túrin était à Nargothrond, en 494 du Premier Âge, tandis que Nienor avait 21 ans, que Morwen se décida finalement à partir pour le Doriath. Mais pourquoi à ce moment-là ? Car cette période était un temps de répit, voire d'espoir pour les peuples libres. Morgoth et ses armées étaient retenus dans l'ouest du Sirion, grâce aux exploits du fameux Mormegil, qui n'était bien sûr nul autre que Túrin. Ce répit, Morwen en profita, car les routes étaient alors plus sûres que depuis bien des années, et seule Aerin était au courant de son intention. Dans les premières versions, Broda n'était pas vraiment un mauvais bougre, et Morwen, en partant, lui confiait tous ses biens. Ce n'est que plus tard, dans le récit, que Broda devint vraiment une brute épaisse qui récupère tous les biens de Morwen. Morwen et Nienor firent donc toutes seules long et dangereux trajet qui les menait du Dor-lómin au Doriath, en passant par les Ered Vethrin. Là, elles furent accueillies avec honneur. Mais un nouveau malheur les attendait, car cela faisait déjà 10 ans que Túrin s'était enfui des palais du roi Thingol, après avoir provoqué la mort de l'elfe Saedros. Et si par Beleg, Thingol avait eu quelques nouvelles, et que tous savaient que c'était bien Túrin qui portait le Homme du Dragon dans la région d'Amon-Rûd, nul ne savait ce qu'il était advenu depuis la prise de la colline par Morgoth. Thingol n'avait donc que des nouvelles vieilles d'au minimum 5 ans.
Morwen et Nienor restèrent cependant au Doriath, où elles furent traitées avec honneur et pouvaient retrouver des forces après leur long voyage. Ce n'est qu'à la fin de l'hiver de l'année 495-496 que des nouvelles de la chute de Nargothrond parvinrent enfin aux oreilles de Thingol. Quelques-uns qui avaient survécu au massacre et aux rudes hivers qui l'avaient suivi finirent par trouver refuge dans le Doriath et furent ainsi conduits devant le roi. Mais tous n'avaient pas le même discours. Certains disaient que tous les ennemis étaient repartis dans le nord, d'autres que Glaurung était resté à Nargothrond. Certains pensaient que le Mormegil avait été tué par le dragon, d'autres qu'il avait seulement été ensorcelé et qu'il demeurait toujours là-bas comme transformé en pierre. La véritable identité de Mormegil fut enfin révélée à Thingol et donc à Morwen et Nienor, car tous à Nargothrond savaient qu'il était en réalité Túrin. Morwen et Nienor furent accablés par le chagrin et l'incertitude qui planait autour du destin de Túrin. Morwen demanda à ce qu'on en apprenne plus. Thingol, de son côté, souhaitait également en savoir plus sur la situation de Nargothrond, et notamment savoir si oui ou non un dragon squattait toujours les lieux ou pas. Bah ouais, c'est le royaume d'à côté quand même, mieux vaut savoir si un gros ver qui crache du feu a investi les lieux ou non. Il souhaitait donc envoyer des hommes en éclaireur pour mieux saisir la situation. Mais en son cœur, il n'avait que peu d'espoir pour Túrin, et redoutait la réaction de Morwen si elle apprenait qu'un malheur lui était en effet arrivé. Ah bah le mariage de sa fille avec un humain, ça l'a changé le Thingol, hein. On le reconnaît plus, tant d'empathie et de compréhension. Morwen et Thingol étaient d'accord sur un autre point. La méfiance était de mise, car tant de doutes et de secrets ne pouvaient être que de la volonté de Morgoth, et Thingol l'a mise en garde contre toute action qui serait trop téméraire dans une telle situation. Ce qui fit vriller la dame, clairement. Elle imaginait son fils, en grande souffrance, ou bien mort, gisant sans sépulture, et elle était bien décidée à le retrouver elle-même. Thingol tenta de la dissuader, lui disant qu'elle devait rester en sécurité ici, sous la protection des enchantements de Méliane, que Túrin ne voudrait pas la voir se mettre en danger, et que lui ne tolérerait pas de la voir ainsi foncer tête baissée vers le danger. Ce qui eut le don de refaire vriller la dame. Morwen accusa Thingol de la retenir prisonnière dans l'anneau de Méliane, affirmant regretter sa décision d'être venue s'abriter au Doriath. Thingol lui affirma qu'elle était libre de partir si elle le souhaitait. Méliane intervint alors pour essayer de calmer la situation en disant « Ne t'en va pas d'ici, Morwen. Tu as dit un mot de vérité. Ces incertitudes nous viennent de Morgoth. Si tu t'en vas, tu suis sa volonté. » Oh non, mais dis pas qu'elle est aussi têtue que son fils. Et si. Morwen ne comptait pas laisser la peur de Morgoth guider ses actes et demanda à Thingol de la faire escorter s'il tenait à sa sécurité. Il y en a pas un pour attraper l'autre en fait dans cette famille. Si, Húrin, lui pour l'instant ça va, hein. Enfin... Offre soumise à condition. Thingol ne dit pas directement non, mais il n'accepta pas non plus, et Morwen partit en pleurant. Thingol demanda à Méliane si elle pouvait faire quelque chose pour empêcher Morwen de partir dans cette folle expédition. Ce à quoi Méliane répondit « Je puis beaucoup pour empêcher le mal d'entrer, mais pour empêcher de sortir ceux qui le désirent, je ne puis rien. Cela, c'est ta partie. Si on doit la garder ici, il te faut la faire garder de force, mais peut-être risqueras-tu alors d'ébranler sa raison. » Dans une ancienne version du conte, Nienor et Morwen persuadaient Thingol de les escorter jusqu'à Nargothrond pour aller attaquer Glaurung dans son repère, ou au moins faire une mission de reconnaissance. Franchement badass les filles dans cette version. Après cet échange houleux avec le couple royal, Morwen alla trouver sa fille pour lui faire ses adieux, car elle comptait partir à la recherche de Túrin et laisser Nienor en sécurité en attendant dans le Doriath. Nienor tenta de dissuader sa mère, sans résultat. Dans la toute première version du conte, Morwen vivait paisiblement au Dornomin et apprenait après la chute des prémices de Nargothrond que Túrin était en grand péril. Elle demandait de l'aide au chef de la région, qui lui refusait. Et c'est alors qu'elle se rendait au Doriath pour demander de l'aide à Thingol, accompagnée par sa fille, alors qu'elle devait la confier à Aeryn et Broda. Le lendemain, Morwen était partie à cheval, sans un mot. Thingol avait ordonné qu'on la laisse partir. Mais dès qu'il sut qu'elle s'en allait, il rassembla une poignée des plus audacieux et plus habiles gardes-frontières, dont il donna le commandement à Mablung.
Ah mais je le connais lui, c'est celui qui avait participé à la chasse au loup, non? Oui, clairement, Mablung et Beleg ont l'air d'être toujours d'attaque pour une nouvelle mission dangereuse. Thingol dit à Mablung et ses hommes. Suis-la maintenant promptement, sans toutefois qu'elle ne s'en aperçoive. Mais lorsqu'elle sera en pays sauvage, si le danger menace, alors montrez-vous, et si elle refuse de revenir, protégez-la au mieux. Mais à certains d'entre vous, je donne mission de pousser la reconnaissance aussi loin que vous pouvez, et de recueillir tous les renseignements possibles. C'est ainsi que Thingol envoya finalement une compagnie de 30 elfes vers Nalgothland, dont 10 cavaliers, qui suivirent discrètement Morwen dans sa quête désespérée au travers des régions du sud. Lorsque Morwen arriva aux mares crépusculaires, elle se retrouva bloquée par le Sirion, qui était très large et tumultueux à cet endroit. Mablung et ses hommes se révélèrent donc à elle à ce moment-là. Morwen fut d'abord méfiante, craignant qu'ils soient là pour la raccompagner de force. Mais quand elle refusa de les suivre au Doriath, Mablung l'informa qu'il était donc de son devoir de l'aider comme il le pouvait. Il la conduisit dans une crique où des bateaux étaient cachés dans les roseaux. C'était par ce passage que les messagers qui circulaient entre le Doriath et Nalgothland avaient l'habitude de passer. Ils attendirent que la nuit soit profonde, un peu avant l'aube, pour traverser le plus discrètement possible. Morwen et les 30 elfes descendirent des embarcations, alors que le soleil se levait. Et Morwen alors s'écria, car ils étaient désormais 31 elfes vêtus des grandes capes grises du peuple de Thingol. Le soleil brilla alors sur une tête d'or, qui n'était autre que celle de Nienor. Celle-ci avait revêtu les habits des gardes de Thingol et avait suivi discrètement les elfes qui suivaient discrètement sa mère. Elle les avait finalement rejoints tandis qu'ils traversaient le Sirion. Des fois, ils ont vraiment du caca dans les yeux, hein, les elfes. Je croyais qu'ils avaient des oreilles et des yeux ultrasoniques. Well, nobody's perfect. Dans la version du Silmarillion, Nienor se révèle avant la traversée du Sirion, ce qui paraît plus logique, car monter discrètement sans se faire repérer dans les bateaux par les elfes semble en effet un peu abusé. Tous furent très contrariés de la voir, et particulièrement Morwen, qui voulut la renvoyer chez elle. Ce à quoi Nienor répondit. Si la femme de Húrin peut aller contre la vie de tous à l'appel de son sang, alors le peut aussi la fille de Húrin. Deuil tu m'as nommé, mais je ne resterai pas endeuillée toute seule à pleurer père, frère et mère. Et de ces trois-là, je n'ai connu que toi, et je t'aime plus que tout. Et ce qui ne te fait point peur, je n'en ai point peur non plus. Nienor souhaitait accompagner sa mère dans son péril, plutôt que l'attendre dans l'angoisse. Mais en réalité, elle avait surtout espéré, en la suivant, faire changer d'avis sa mère. Car contrairement à Morwen, elle souhaitait écouter le conseil de Melian, mais ne tolérait pas d'être séparée de sa mère. Voilà la plus sensée de la famille en fait. C'est la seule qui se dit « Tiens, si on écoutait les conseils d'une déesse qui voit et comprend bien plus de choses que tous les enfants d'Iluvatar réunis !» Morwen fut tiraillée. Elle voyait la détermination dans les yeux gris de sa fille et savait que si elle allait plus avant, Nienor la suivrait et elle la mettrait en danger. Donc elle va rebrousser chemin. Mais son orgueil ne pouvait se résoudre à se laisser ramener au Doriath par sa fille comme si elle avait été une vieille femme qui n'avait plus toute sa tête et ne savait plus ce qu'elle faisait. Oh misère. Ah, tu vois, toi aussi tu commences à t'énerver à cause de cette histoire. Morwen accepta donc, mais à contre-cœur, que Nienor les accompagne. Mablung dit alors une parole très sensée. En vérité, c'est bien par défaut de jugement, mais non de vaillance, que Húrin et les siens font le malheur d'autrui. Et de même pour Túrin, et pourtant il n'en allait pas ainsi avec ses pères. Mais à présent ils sont tous fous, et je n'aime point cela du tout. Je redoute plus cette mission du roi que la chasse au loup. Que faire ? Morwen, ayant entendu les derniers mots, lui rétorqua que tout ce qu'il avait à faire, c'était suivre les ordres de son roi. Mablung leur donna donc à chacune un des chevaux qu'ils avaient pris en rab, et les fit chevaucher au milieu des cavaliers, car le chemin jusqu'à Nalgothland allait être long et difficile. Enfin bref, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez hâte d'entendre la suite de ce conte. N'oubliez pas de suivre notre chaîne, de nous laisser des commentaires et posez-nous vos questions si vous en avez. N'oubliez pas que si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez vous abonner à notre chaîne ou cliquer sur le bouton merci. Un grand merci encore une fois à Flocon Vert et à Salomé du théâtre La Baraque d'avoir prêté leur voix pour cet épisode. On se retrouve très vite pour poursuivre nos aventures en Terre du Milieu.
Namari, Tolkien Jili.